Si vous regardez la carte des attaques qui ont été menées contre le Niger, du 4 juillet au 5 juillet, vous verrez que c'est encore des attaques en cercle. On détermine des points et on essaye de prendre le peuple dans un encerclement. Tout ceci doit vous rappeler un schéma que j'ai élaboré pour vous faire comprendre la nature de la déstabilisation du continent. J'avais appelé cela l'oignon géostratégique. Après avoir dénoncé les racines géopolitiques du terrorisme au Sahel, Franklin Nyamsi va plus loin et décrypte la logique même des attaques menées contre le Niger et le Mali. Attaque en cercle, stratégie d'étouffement psychologique, commandement centralisé, rien n'est laissé au hasard. S'appuyant sur son schéma de l'oignon géostratégique, il démontre comment l'Afrique est encerclée par 3 couches de pression. L'OTAN à l'extérieur, la CEDEAO en relais régional, et enfin les groupes terroristes comme bras armés intérieurs. Mais pourquoi un tel acharnement, notamment contre le Niger? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'idéologie ou de religion, mais d'intérêts stratégiques très concrets. Uranium, pétrole, gaz et surtout, le refus du Niger de rester sous tutelle occidentale. Franklin Nyamsi démonte point par point le projet impérialiste derrière ces attaques et rappelle que ce ne sont pas des actes isolés, mais une véritable guerre hybride contre un peuple qui a décidé de se relever. Voyons maintenant, sans filtre, les 5 raisons principales pour lesquelles le Niger est devenu la cible prioritaire de cette stratégie d'encerclement et de déstabilisation. C'est parti. Bon, venons-en au Niger. Vous avez vu la nature de l'attaque contre le Niger. Ils ont élaboré une attaque sur plusieurs positions. Et toujours une attaque de forme circulaire. Essayez de regarder la carte géographique des attaques qui ont eu lieu au Mali dans la nuit du lundi 30 juin au mardi 1er juillet. Vous allez voir qu'ils ont essayé d'encercler une bonne partie du territoire malien. Une position dans le nord, dans la région de Ber, des positions dans le centre, des positions qui essaient de se rapprocher de la capitale. Bref, ils ont essayé de créer un cercle et de prendre le peuple malien dans une nasse. C'est des attaques en cercle. Si vous regardez la carte des attaques qui ont été menées contre le Niger, du 4 juillet au 5 juillet, vous verrez que c'est encore des attaques en cercle. On détermine des points et on essaye de prendre le peuple dans un encerclement. Tout ceci doit vous rappeler un schéma que j'ai élaboré pour vous faire comprendre la nature de la déstabilisation du continent. J'avais appelé cela l'oignon géostratégique. L'oignon géostratégique, c'est quoi? D'abord, l'Afrique est encerclée par l'OTAN. Ça, c'est le cercle le plus large. Elle est militairement encerclée par l'OTAN, à travers ses différentes bases militaires sur le continent. Deuxième cercle, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, elle est encerclée par la CEDEAO. L'Afrique de l'Ouest, et notamment l'AES, est encerclée par la CEDEAO. D'accord? Troisième cercle, les pays de l'AES, on essaie de les encercler par les groupes terroristes qui ont des bases arrière dans la CEDEAO et qui ont le soutien suprême de l'OTAN. Vous vous souvenez de ce schéma-là que j'ai appelé l'oignon géostratégique. Ce schéma même a été distribué et vous pouvez vérifier. Alors, pourquoi ils attaquent en cercle? Mais parce que leur grand parapluie, l'OTAN, nous encercle. Pourquoi ils attaquent en cercle? Parce que leur deuxième parapluie, la CEDEAO, essaie de nous encercler dans le Sahel. Pourquoi ils attaquent en cercle? Parce que l'attaque en cercle produit un effet d'étouffement sur la victime. C'est, du point de vue tactique et stratégique, la meilleure façon de montrer à la victime qu'elle ne peut pas échapper, qu'elle est prise au piège. Imaginez, je suis dans cette pièce. Il y a une porte là. L'ennemi se place là. Il y a une fenêtre. L'ennemi se place à la fenêtre. Il y a une deuxième porte là-bas. Il y a une porte derrière moi, l'ennemi. Quel est le sentiment que je vais avoir? Le sentiment que je vais avoir, c'est que je suis pris au piège. Le sentiment que je vais avoir, c'est que je suis étouffé. C'est que je ne peux pas m'en sortir. Ils ont choisi la stratégie des attaques en cercle parce que celle-ci a l'effet psychologique le plus percutant. Les victimes, ne sachant plus de quel côté fuir, sont contraintes à se rendre et à se soumettre. Heureusement, les forces armées maliennes, les forces armées nigériennes, les forces de défense et de sécurité de l'AES sont montées en puissance entre-temps et aucune de ces stratégies d'encerclement n'a été victorieuse, ni dans une localité, ni dans un pays. Bon, maintenant, j'entre dans la question nigérienne en tant que telle, l'équation nigérienne. Qu'est-ce qui peut expliquer cette pression? Après le Mali,
et ils attaquent sauvagement le Niger. On doit s'attendre hein, à des attaques en encerclement au Burkina Faso. C'est prévu. Hein. Vous voyez très bien qu'il y a un commandement supérieur qui organise tout ça. Ok. Le Niger intéresse les impériaux terroristes pour au moins les 5 raisons tout suivantes. Moi, j'ai trouvé 5 raisons pour lesquelles le Niger les intéresse beaucoup. Bon, la première raison, c'est que le Niger est détenteur en quantité énorme d'un minerai rare, qui est la condition de la production de l'énergie nucléaire et qui est la condition de la reproduction des ogives nucléaires, donc des armes stratégiques de dissuasion de très haut niveau. Ce minerai précieux et rare, ce minerai qui, à lui tout seul, est une réserve d'énergie considérable, s'appelle l'uranium. Il n'a échappé à personne que le Niger a décidé de nationaliser son uranium. Parce que pendant plus de 60 ans, la France récupérait l'uranium nigérien gratuitement et le vendait à prix d'or. Elle s'est enrichie en vendant dans le marché international à prix d'or l'uranium nigérien, en polluant le Niger, en spoliant les Nigériens et les Nigériennes pendant 60 ans. Avec la complicité des dirigeants nigériens successifs, qui, de peur d'être renversés par des coups d'État ou des rébellions instrumentalisées par le néocolonialisme français, ont accepté de couvrir ce pillage. Le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons ont décidé de rendre au peuple nigérien sa prospérité. S'il y a un pays qui doit être le plus éclairé au monde, c'est le continent africain en général et c'est le Niger en particulier. On ne peut pas avoir les réserves stratégiques de minerais nucléaires qu'a le Niger et être à plus de 70% dans les ténèbres. On attaque dans le Niger pour empêcher le Niger d'exploiter à son avantage le grand minerai stratégique qu'il a dans son sous-sol. Le grand minerai stratégique que le Niger a dans son sous-sol, c'est l'uranium. Et c'est grâce au Niger qu'à l'instant où je parle, la France est éclairée. Car les quantités d'uranium qui ont été prélevées par les groupes multinationaux d'État français, ces quantités n'ont jamais été déclarées. On a tout fait pour toujours placer le Niger 5e producteur mondial, 4e producteur mondial. C'est la France qui classait le Niger de cette façon. Or, les quantités d'uranium qu'elle a réellement extraites du sol nigérien n'ont jamais été réellement maîtrisées par les dirigeants nigériens avant le président Abdourahmane Tiani. Écrivez ça. Tilana Yomi. Tilana. En bas, ça veut dire écrivez. Et vous notez, première raison, on attaque le Niger pour son uranium. C'est ce que j'ai dit. Ok, on continue. Il y a une deuxième raison pour laquelle on attaque le Niger. Est-ce que vous savez la deuxième raison pour laquelle on attaque le Niger? C'est que le Niger s'avère une réserve pétrolière et gazière énorme. Et ce qui fait mal aux impérialistes, c'est que le Niger se soit mis à faire rentrer du cash sur son gaz et son pétrole dans des quantités vertigineuses. J'ai toujours parlé d'un célébrissime chèque de près de 500 millions de dollars versé par la Chine au Niger pour exploiter son pétrole à Agadem et le faire sortir à Semekodji au Bénin. Toutes les emmerdes qu'on fait au Niger, c'est pour que le Niger ne vive pas de son pétrole. Parce que désormais, à la tête du Niger, il y a des dirigeants qui disent aux compagnies étrangères, payez. Payez bien. Payez comme on doit payer au regard de l'état réel du commerce international. Payez. Et quand vous payez, le président Tiani se tient à la télé et dit, ils ont payé 500 millions. Dans les 500 millions là, voilà ce que nous allons faire. Nous réduisons le prix des soins à l'hôpital. Nous réduisons le prix du carburant à la pompe. Nous construisons l'axe routier de telle région. Nous dotons notre armée de tel matériel. Nous finançons tel projet pour la jeunesse. Le président Tiani se lève, il dit ça. Et il le fait. Donc, la deuxième raison pour laquelle on s'attaque avec acharnement au Niger, c'est que le Niger est devenu bancable.
Le Niger est devenu bancable, en cash, gagné sur le marché mondial des matières premières. Ça, ce n'était pas prévu dans les plans néocolonialistes français, ni impérialistes occidentaux. Il fallait constamment maintenir le Niger comme un sous-marché du marché français. Un sous-marché du marché européen, du marché occidental. Eux, ils viennent, ils prennent, ils vendent pour nous et ils nous jettent les miettes. Le président Tchani et ses compagnons ont dit c'est fini. Abana, peu ou. On vend nous-mêmes. Au prix du marché, au prix de la concurrence. Fiat justitia in Niger, pereat mundus. Que la justice soit au Niger, dû pour cela le monde en périr. Dû pour cela le monde en périr. Est-ce que c'est bon? Vous êtes en train de noter les raisons? Ici, c'est l'école de la vérité, justice, solidarité. Hein. Je ne dis rien de faux. Hein. Si c'est faux, vous prouvez que c'est faux. Maintenant, on va à la troisième raison. La troisième raison pour laquelle on s'acharne contre le Niger. La troisième raison pour laquelle on s'acharne contre le Niger. C'est que le Niger a déjoué le pronostic de la suprématie occidentale sur son système politique, social et économique. La manière dont a été déposé Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum, a profondément humilié les services d'intelligence néocolonialistes français et impérialistes américains. Je m'explique. Mohamed Bazoum, c'était le plus grand gueulard, protégé par la France-Afrique et protégé par les impérialistes américains. C'est-à-dire que Bazoum avait une arrogance. Il avait une suffisance verbale et non verbale, tellurique. Wallahi billahi talai. Un type qui était sûr de lui, plus que Bazoum, en Afrique de l'Ouest. Même Ouattara n'était pas à ce niveau-là. Ouattara le mythomane. Ouattara le menteur spontané. Même Ouattara n'était pas au niveau d'arrogance. L'arrogance qu'avait atteint Bazoum et ses hommes de main, Abou Tarka, Hassoumi Massaoudou. Vous vous souvenez comment il parlait? Je n'avais jamais vu, de toute ma vie, un dirigeant africain qui se lève et dit que son armée ne vaut rien face aux terroristes. Qui se lève et dit que les terroristes sont ses alliés. Je n'avais jamais vu ça. J'ai vu ça chez Bazoum. C'est là où je me suis mis à l'appeler Zumba, Moubaz, Zaboum, Zubam. Et j'ai dit que lui, c'est le junteur de Niamey qui allait faire boum. Parce que, en fait, ce type-là était tellement sûr de la protection française. Il était tellement sûr de la protection américaine. Qu'il était plus gros que son boubou. Merde! C'est pas possible. Mohamed Bazoum. Ah! Mohamed Bazoum. Souvenez-vous de ces déclarations. Vous savez, les panafricanistes, ce sont des gens qui sont coupés de la réalité. Dans notre pays, le Niger, de toutes les façons, la France ne gagne rien au Niger. Au contraire, c'est elle qui nous aide. Les gens sont simplement ignorants, ils sont jaloux. Vous savez, les groupes terroristes, c'est un problème de pédagogie. Moi, je peux leur expliquer. Je leur explique, on se comprend. Non, il faut les libérer, c'est pas grave, ce sont nos propres enfants. Vous savez, les terroristes, ils sont plus aguerris que nos armées. Ils ont tout, hein. Ils sont vraiment, il vaut mieux qu'on négocie avec eux. Ah bon, voilà, le patriotisme frélaté du Mali, du Burkina, mais je leur ai expliqué que ça ne va pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir 3 mois avec ça. Vous savez, d'un point de vue philosophique, moi, je suis quelqu'un qui aime dire la vérité aux gens là-bas. Je dis que si tu voulais attraper l'hypertension, fallait écouter Bazoum. Si tu es comme ça et que tu t'ennuies un peu dans ta vie, il n'y a pas de problème. Tu branchais ton téléphone sur Bazoum, tu l'écoutes 2-3 minutes. Tu es fâché pour 3 jours. Le niveau de suffisance que le monsieur là avait atteint. Hey! C'est pas possible. Hey! Un président peut faire ça? Un président peut faire ça? Et vous avez vu comment il était arrivé au pouvoir, non? Il est arrivé au pouvoir par la fraude électorale de son patron, Mahamadou Issoufou, qui a exclu tous les candidats de l'opposition qui pouvaient battre Bazoum. Paix à son âme,
C'est le cas de Haman Amadou, qui a dû fuir le Niger sur une pirogue. Vous voyez comment les gens sont mauvais? Pour que Bazoum soit président, on a d'abord commencé par chasser tous ceux qui pouvaient le battre aux élections. Vous voyez la méthode que Ouattara utilise là? Mais Bazoum, il est arrivé au pouvoir grâce à ça. C'est ce que Mahamadou Issoufou a fait. Alors, moi, je ne comprends pas souvent certains de mes frères. Certes, Mahamadou Issoufou a mis de l'eau dans son vin, parce que, bon, il a lâché Bazoum. Mais au moment où Bazoum n'était plus tenable. Mais c'est lui qui a amené Bazoum là. Il faut être honnête. C'est lui qui l'a amené là, parce qu'il pensait qu'il allait continuer à le contrôler. Mieux, il n'y a pas que lui. Bazoum a été amené avec la bénédiction du pouvoir français. Souvenez-vous des commentaires que faisait celui qui était alors ministre des Affaires étrangères de la France à l'époque, Jean-Yves Le Drian. Comment il présentait Bazoum comme la consécration, la réalisation, l'incarnation, l'aboutissement absolu de la démocratie. Vous voyez comment leur démocratie est organisée? On chasse d'abord tous les opposants qui peuvent battre Bazoum aux élections. On les chasse. On les met en prison. On fabrique des accusations. On dit que Haman Amadou, père de famille, avec des enfants et des petits-enfants, on dit qu'il a volé un bébé. Oh! Homo! Hopalo! Astagfirullah. Haman Amadou va voler un enfant. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu l'accusation là, j'étais étonné de mon étonnement. Quelqu'un qui a plusieurs enfants, quelqu'un qui a déjà des petits-enfants, on organise une accusation au plan national pour dire que lui, il a volé un enfant. Ça vous rappelle pas quelque chose? L'affaire des masseuses de Dakar? Hein? Sonko s'en va se faire masser là-bas. Sur quoi il s'est entendu avec la masseuse? On change ça, on dit qu'il a violé. Ouais, dis donc. Vous voyez comment leur démocratie dans la France-Afrique fonctionne? Zouléa, merci beaucoup Zouléa Mara. Vous voyez comment leur démocratie fonctionne dans la France-Afrique, mes amis? On exclut ceux qui peuvent gagner les élections d'abord, et on organise une pourri-élection, et on proclame le pourri élu. Le pourri élu. Hein? Des présidents pourri élus. Hein? La pourri élection. Le président pourri élu. Hein? Biya, c'est un président pourri élu. Ouattara, pourri élu. Hein? Oligui Nguema, pourri élu. Faure Gnassingbé, pourri élu. Les gens, lui, il exclut d'abord l'opposition, après il dit qu'il a gagné. Ouais! Comment tu peux même convaincre dans ta propre maison? Même si c'est ta propre femme qui t'aime beaucoup, tu lui dis, chérie, j'ai gagné les élections. Elle-même doit te dire que non, chérie, il n'y avait pas élection, non. Tu étais le seul candidat. Hein, Dominique? Oui, Chou. T'as gagné contre KKB. Chou, faut quand même pas le revendiquer publiquement. Hein. Chou, tu peux pas revendiquer publiquement une victoire face à KKB. Hein. Mais, Dominique, j'ai quand même gagné. Hein. Si tu vois les mollets de KKB, comment c'était dressé contre moi, c'était pas facile de battre ce petit-là. Chou, s'il te plaît, un peu de respect pour toi-même, KKB, c'est ta propre créature. Franchement, ces gars-là, ils peuvent même pas convaincre leur propre femme dans la maison qu'ils ont gagné les élections. Parce qu'ils n'organisent pas d'élections. Donc, la troisième raison pour laquelle on s'acharne contre le Niger, c'est parce que celui qui passait pour le mieux protégé des suppôts sahéliens, de la France-Afrique et de l'impérialisme américain, il a été cueilli sans bruit. Sans bruit. En fait, tout se passe comme si le monsieur là, attendez, il faut que je trouve un fil là. Le monsieur là, en fait, voilà, le monsieur là, Bazoum était président. Il était président par branchement, c'est-à-dire que Issoufou et les néocolonialistes français l'avaient branché sur le fauteuil présidentiel. Mais le fauteuil là, il reposait essentiellement, bien sûr, sur les forces de défense et de sécurité. Il était branché dessus. Tant que les forces de défense et de sécurité le considéraient quand même comme président, il était président. Qu'ont fait le président Tchani et ses compagnons du CNSP? Ils ont juste débranché. Ils l'ont débranché du contrôle du commandement militaire. Et tout d'un coup, Bazoum est redevenu juste un philosophe. Il est redevenu juste un philosophe, quelqu'un qui a fait des études de philo. Il est redevenu un cadre qui peut bavarder.
Bazoum est devenu un homme à la parole sans efficacité. La parole de Bazoum n'était pas différente de celle d'un client chez Aboki qui vient demander une assiette de spaghettis sauce tomate à la viande de bœuf. Bazoum redevint subitement un homme ordinaire. Dès qu'on a débranché, on a juste débranché Bazoum, débranché. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'avait pas été régulièrement élu par les Nigériens et que sa chute laisserait les Nigériens à 37 degrés. 37. Un président tombe, il n'y a même pas un soulèvement populaire. Rien. Il y a eu 2 tondus, 3 pelés qui ont tenté de sortir. C'est même la population qui est sortie pour leur caresser les fesses. Ils ont couru. Ils sont rentrés à la maison. Terminé. Bazoum se met à crier comme Ali Bongo. Make noise, make noise, make noise. On en veut au CNSP. On en veut au président Tchani. Parce que le débranchement de Bazoum a été l'humiliation même des services de renseignement occidentaux. Paris, Washington, Londres avaient promis à Bazoum que rien ne lui arriverait. Bazoum dormait sur ses 2 yeux, ses 2 oreilles. Je ne sais pas comment il faisait. Il utilisait un oreiller sans doute contournant sa tête. Bazoum, mais il ronflait bruyamment. Même à, je ne sais pas, à 10 km, on entendait que Bazoum dort. Tellement le gars est sûr. Tu as déjà vu, il y a les gens, leur manière de dormir et de ronfler là prouve que il ne craint rien. Donc, ni la DGSE française, ni la CIA, ni la CIA américaine, ni Scotland Yard n'ont vu Bazoum tomber. Il est tombé bouillant. Il dit, comment ça? Il n'y a rien, qu'est-ce qui s'est passé? Terminé. Et eux, il faut savoir que les impérialistes occidentaux sont profondément rancuniers. Si toi, tu as fait tomber leur poulet un jour, sache que pour eux, c'est un devoir de te nuire jusqu'au dernier jour de ta vie. Et ça, le président Abdourahmane Tchani l'a bien compris. Ce qu'ils ne savent pas aussi, c'est que les Sahéliens ont la rancune tenace. Oui! Ça, c'est un mot que j'ai entendu partout au Sahel. Quand je cause avec les grands Sahéliens, là, j'entends toujours l'un d'entre eux me dire ce que les Occidentaux ne savent pas, c'est que nous sommes des peuples de mémoire. Et nous avons la rancune tenace. Si tu nous as fait un truc indigne, tant pis pour toi si toi tu oublies. Nous, on n'oublie pas. Oui, au Sahel, ce sont des peuples qui sont multimillénaires. Et ce sont des peuples qui ont une tradition de la mémoire, qui se transmet sous forme orale, écrite, sous forme de stèles et de monuments, depuis plusieurs générations. On ne leur chie pas en vain dessus. On le regrette. C'est la 3e raison. L'humiliation tactique et stratégique du renseignement impérialiste et néocolonialiste français et occidental par la chute de Bazoum. S'il leur est resté en travers de la gorge. Ce segment révèle que ce qui se joue au Niger, comme au Mali et au Burkina Faso, ce n'est pas un simple conflit local, mais un bras de fer mondial où les ressources stratégiques, la souveraineté et l'honneur des peuples africains sont au cœur de l'enjeu. Franklin Nyamsi le rappelle avec force. Derrière chaque attaque coordonnée, il y a une logique géopolitique froide et une volonté d'asphyxier les pays qui osent briser leur chaîne. Mais le Sahel d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Malgré les encerclements et les pressions, les peuples et leurs dirigeants ont choisi la résistance et la vérité comme seules armes. Le message est clair et dérange. On n'étouffe pas un peuple qui a décidé de se relever et de reprendre le contrôle de ses richesses et de son destin.